directamente en lo que va en que es la temática que hoy día nos corresponde. Quiero plantearle una breve pregunta. ¿Qué son los sebastianos? Pregunta a primera vista simple. Bonsoir à tous, c'est Alzi et bienvenue sur la chaîne de Magicien de la Communication. L'idée ce soir, c'est de parler avec Louis-Augustin Calonne, qui est analyste comportemental et synergologue, de d'apprendre avec lui son métier, comment il se sert de la communication non verbale et des différents outils. Et du coup, on va l'accueillir tout de suite. On va vérifier que on a bien en vidéo. Il est là. Et oui, il est là, ça marche nickel. Salut. Je suis là. Bonjour à tous, salut Jérém, salut Aldi. Salut. Bon bah écoute, merci d'être avec nous. Du coup, on a discuté un petit peu hier, Plaisir. mais on va continuer. Je te laisse faire l'intro. Bah du Chouette. coup, je te laisse te présenter et puis peut-être dire on n'a pas dit hier pour l'instant pour commencer et voir. Qui es-tu? Euh, alors, qui suis-je? C'est une bonne question. Donc, je m'appelle Louis-Augustin. Je fais de l'analyse comportementale. Enfin, je suis intéressé, pour pas dire passionné, par le comportement, la psychologie, la philosophie également. On a fondé Calonne Group il y a quelques années maintenant. L'idée, c'est d'aider les entreprises de toute taille à prendre des décisions les plus objectives possibles et en tout cas avoir une communication qui soit la meilleure possible lors de leurs entretiens et ou de leurs rendez-vous commerciaux au sens très large, avec une grosse dominante en effet sur le non-verbal, puisque le non-verbal, on en a un peu parlé hier, lorsqu'il est congruent ou pas avec la communication verbale, permet d'en tirer des informations, puis permet d'en tirer des axes d'échange, clarifier les points si besoin. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis quelqu'un de libre aussi probablement. Enfin, en tout cas, j'aime à le croire. Je lis beaucoup en ce moment. La vie est belle. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Je sais pas. Ouais, je pense que voilà. Ok, ok, Je ok. peux Bah moi, compléter par rapport à ce qu'on a ce que dit j'ai hier. compris aussi et ce qui était intéressant dans ce qu'on disait hier, et je fais le parallèle maintenant, c'est que Hmm. comme un magicien, il va se servir du fait qu'on peut pas analyser tout dans une situation sur le moment. Toi, tu vas faire un petit peu pareil, où tu vas avoir ce regard extérieur en fait sur une situation, sur un entretien ou sur une négociation, comme on disait. Et donc, du coup, tu vas Mhm. pouvoir l'analyser plus facilement puisque tu as cette perspective plus extérieure. C'est exact. Par rapport à ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a le côté externe dû au fait que parfois on travaille sur du contenu vidéo et auquel cas en effet il n'y a pas de temporalité. L'analyse de la vidéo, on peut la faire un peu quand on veut. Et donc de fait il y a ce côté externe. Il y a ce côté externe également par le fait qu'en effet quand on est physiquement présent en live à un entretien ou à une négociation ou que sais-je, la temporalité est la même que celle pendant laquelle se passe l'entretien ou en tout cas le rendez-vous, mais cela étant dit, on reste externe et puis étant externe, l'idée c'est d'avoir une vision enfin, qui présente un peu plus de recul, qui présente un peu plus d'analyse. Hier, on parlait un peu de Lie to Me. Je ne sais pas si nos auditeurs ont vu cette série qui a une dizaine d'années, je crois maintenant. Bah, peut-être Mais plus, en même effet, 15, hein, je dirais. Hein. l'idée c'est important. Ouais, ou probablement 15 même. Wow. Ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est assez vieux, hein, mais c'était génial, hein, ouais. Ouais, J'ai, c'est j'ai chouette. adoré. Donc, cette série inspirée de Paul J'adorais. Ekman, Exactement. et Paul Ekman, il t'a influencé comment? C'est un Quels sont les grands trucs que tu retiens de Paul Ekman? Paul Ekman, c'est un psychologue américain donc qui a quelques années maintenant. On va dire que c'est quelqu'un de sage et d'expérimenté. Il a fait un gros travail sur les micro-expressions faciales. Il s'est aperçu qu'il y avait 7 micro-expressions qui étaient visibles sur le visage de l'être humain dès lors qu'il les ressentait à l'échelle internationale. Et ça, dans le cadre de l'analyse, dans le cadre de mon analyse, c'est un vrai bon outil. C'est pas parce qu'on voit pas de dégoût, de mépris, de joie, de surprise, de colère, etc., que ça n'apparaît pas. En tout cas, si on les voit, c'est un vrai bon indicateur de la communication se passe bien, le sujet se passe bien, la communication est fluide ou pas.
et en ce sens, c'est hyper pertinent. Et puis en plus, il a supervisé Light to Me à l'époque, en tout cas la saison 1. Du coup, c'est royal. Enfin, pour répondre à ta question, il m'a aidé du coup sur 2 points finalement. Light to Me dans un premier temps, parce que sans lui, je ne sais pas si la série aurait vu le jour. Et aussi sur par la suite la formation en lecture des micro-expressions que j'ai suivi, enfin, que je suis toujours, parce qu'en fait, c'est un des outils les plus faciles à acquérir, me semble-t-il. Et c'est aussi un qu'on peut travailler assez régulièrement. Donc, Comment tu c'est t'entraînes du coup? un Tu outil que t'entraînes j'utilise. sur le site ou tu t'entraînes en regardant la télé? Alors, bah, les deux. Enfin, les deux. C'est-à-dire que sur la télé, ça va plutôt être de l'entraînement, et notamment pour ces émissions en live et de télé-réalité. Bon, j'aime pas particulièrement ça, mais c'est un bon endroit pour s'entraîner sur l'analyse comportementale au sens un peu large, et notamment la synergologie. Pour ce qui est de Paul Ekman, l'entraînement auquel je pense, c'est surtout sur son site, où en effet, moyennant quelques centaines d'euros, quelques centaines de dollars, eh bien, on a une licence qui nous permet d'avoir un accès à l'ensemble de la bibliothèque, de sa bibliothèque de formation, une licence annuelle donc. Et sur cette bibliothèque, on le voit dans je ne sais plus trop quel épisode de la saison 1 d'ailleurs, bah, en fait on a des visages neutres, de tout genre, toute origine, etc. Et il y a une micro-expression qui arrive plus ou moins rapidement, on règle la vitesse, et puis on s'entraîne, on coche la vitesse qu'on a vue, et puis en fonction de ça, on a bon ou pas, et en fait ça permet de s'entraîner. Après, j'ai Avec un bon l'impression, est-ce que entraînement, tu on as arrive des... assez vite à 100% de notre travail. J'ai l'impression que les gens, parfois, ces micro-expressions et des expressions faciales, elles sont un peu similaires, mais ils n'arrivent pas à se rendre compte de ouais, le temps que ça dure et comment on les génère et comment tu les vois en fait. Bah, en effet, je pense que si on n'a jamais, si on s'intéresse pas au sujet, si on n'a jamais regardé Light to Me éventuellement, et ou de documentaires sur les micro-expressions, on n'a pas moyen de se rendre compte que ça apparaît. Alors, de temps en temps, une vraie micro-expression, elle passe en une fraction de seconde. Donc, en effet, quelqu'un de pas averti ou quelqu'un qui n'a pas envie de les voir ou quelqu'un qui n'est pas formé ne verra rien. Mais ça étant dit, ça arrive que de temps en temps, je pense à des enfants, à des neveux ou nièces par exemple, qui sont un peu déçus, un peu ceci, un peu cela, ont une émotion qu'on va voir sur le visage, et elle est un peu soutenue parce qu'elle elle reste que quelques temps. Donc peut-être que c'est un moyen pour les gens de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le visage. Après, si on creuse pas, en effet, Combien de muscles? c'est difficile de savoir que notre... je sais plus combien de muscles, beaucoup. Attends, je serais pas de dire. Je sais pas, je dirais une Je sais pas centaine. pourquoi j'ai 36 qui me vient en tête, mais Ah ouais, je sais ouais, je pense pas. que c'est bien plus Je que sais ça. que Donc, du coup, Paul Ekman a tout j'ai dû le codifié et que lire, c'est mais ça j'ai pas l'idée. retenu. Ouais, exactement. Alors en fait, il y a plusieurs types de formations de Paul Ekman. Celle dont je parle, c'est accessible à tout le monde, c'est hyper rapide, il n'y a pas de prérequis. Et encore une fois, c'est une licence annuelle qui est très pertinente et qui donne de vraiment résultats. Après, il y a des formations qui sont enfin, qui sont en général sont en présentiel du coup, qui sont plus poussées, plus détaillées, où là on voit un peu, on voit parce que c'est cette micro-expression de base, c'est celle qu'on voit, mais elles sont la base, c'est le cas de le dire. Donc de ces émotions de base, il est possible qu'il y ait d'autres micro-expressions enfin, voilà, qui en découlent. Et ça, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Bah, du Et coup, moi puis, il a j'aimerais écrit des surtout bouquins également. Donc, qu'on parle en fait, comment les gens peuvent se servir de leur communication non verbale et puis toi, comment tu t'en sers dans ton boulot. comment les gens peuvent se servir de leur communication non verbale, tu veux dire dans leur... tu Bah, est-ce penses que à ça peut quoi? être un outil bah, Euh, moi, je dirais que lors de prise de parole en public ou ce genre de choses, bien sûr, tu peux utiliser ton corps pour voilà, faire des pauses. Et donc, du coup, tu peux l'utiliser comme un outil. Et après, enfin voilà, tu vois, et ouais. en fait, ce qu'il y a, c'est il y a le côté, toi, tu l'utilises puisque ça te permet de changer de perspective, de regarder les choses sous un autre angle, parce que tu as appris à les voir comme ça au travers d'un long Mhm. processus. Et puis il y a aussi qu'est-ce que les gens, Ouais. qu'est-ce que les gens
ne réalisent pas au travers de leur non-verbal et peut-être des exercices assez simples pour justement pouvoir plus utiliser, quoi. On en parlait un peu hier. Je pense vraiment que on en parlait hier quand on parlait de l'analyse comportementale versus le comportementalisme. Je pense que changer son corps dans un premier temps avant de vouloir changer son esprit, je pense pas que ce soit possible. Enfin, en tout cas, c'est pas ce à quoi je crois. Par contre, en effet, je pense que un peu comme le dit Amy Cuddy dans un des TED les plus vus sur TED et sur YouTube notamment, Ouais. au sujet des power poses, et du fait qu'en effet, avant un rendez-vous un peu important, une prise de parole ou que sais-je, le fait d'ouvrir son corps, le fait d'ouvrir ses bras, le fait de prendre une position de super-héros, me semble-t-il, ce qu'elle dit, ça va avoir un impact sur notre état d'esprit et sur l'état d'esprit dans lequel on va appréhender l'intervention qu'on a à faire. C'est pas ça qui va c'est pas ça qui va faire des miracles si on n'est pas, Préparé, si on ouais. est très stressé, si on n'est pas préparé, si voilà, c'est ça qui va tout changer. Cela étant dit, en effet, c'est un vrai bon outil. Donc il faut garder en tête que essayer d'écouter notre non-verbal, essayer d'écouter notre corps de manière générale. Il me semble que c'est un bon outil, quelque chose qu'on peut recommander assez facilement à nos auditeurs. Ça a des limites. Et en effet, moi, dans le cadre du travail, on en a un peu parlé hier et du coup, au-delà de simplement dire aux auditeurs d'aujourd'hui de regarder l'intervention d'hier aussi, c'est important pour moi de rappeler que, que l'idée, c'est on ne lit pas enfin, on lit dans la tête de personne. Euh, on voit dans quelle mesure est-ce que ce qui est raconté, enfin ce que le verbal dit, ce que le non-verbal dit, c'est cohérent ou pas. Si c'est pas cohérent, c'est pas grave. Si c'est pas cohérent, c'est probablement que la communication peut être améliorée et ça c'est important pour moi du coup l'améliorer. Et en fait ça se traduit par énormément de choses, énormément de signaux plus ou moins conscients corporellement du type le plissement des yeux et ce qu'on appelle l'annotation, le fait de cligner des yeux, du type les micro-caresses et les autocontacts, donc le fait de se toucher le doigt sur une partie du corps, le fait de faire des gestes, donc les mains qui bougent dans l'espace, le fait de changer de façon de s'asseoir, le fait d'avoir une épaule qui bouge, le fait de tout un tas de choses. Ça, c'est le genre d'outil qu'on va observer. D'ailleurs, ça m'amène à penser qu'on ne l'a pas trop fait hier, mais que si je devais donner peut-être, enfin si je devais donner peut-être que quelques outils d'analyse un peu rapide, Mhm. ce serait sur le visage, il se trouve qu'on a plus de 5 sens finalement, on en a au moins 6, on a la proprioception et également, c'est passionnant, bon, bref, c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais il se trouve que nos 5 sens sont plus ou moins visibles sur notre visage. Les yeux, le nez, la bouche, l'odorat, l'ouïe, le goût, etc. Et globalement, tout geste, donc avec le doigt, tout autocontact qui, avec le doigt, Mm. va avoir tendance à ouvrir Oui, à sur des un sens. sens. Oui, d'accord. Exactement. L'horizon de sens, c'est j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'en entendre plus, j'ai Trop envie d'en bien, ouais, dire c'est plus, d'en savoir intéressant plus, ça. etc. Je Ouais, suis curieux. Ouais. ouais. Ça c'est assez facile. C'est assez facile parce que ça se voit un peu comme le nez au milieu de la figure, c'est le cas de dire. On peut facilement s'en rendre compte, on peut facilement travailler avec ça, on peut facilement le voir chez les gens. Et à l'inverse, tout ce qui va obstruer les sens, les orifices, Ouais. ça traduit le fait qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de sentir, qu'on n'a pas envie de dire, qu'on n'a pas envie d'entendre. Ouais, Et vachement à lié ce au moment-là, VACOG, encore du une fois, coup, c'est ni c'est positif top. ni négatif. Exactement. Ouais, ok. Sachant que dans le cadre des études synergologiques, il y a toute une partie sur comment mettre en perspective un certain nombre d'outils qu'on apprend et un certain nombre d'analyses qu'on fait. Et il faut garder en tête que l'être humain n'est pas une machine, et tant mieux. Et que, du coup, si on est dans un échange un peu informel, en extérieur par exemple, dans un bar avant 21h, etc., et que la personne n'est pas complètement présente et qu'elle pense à autre chose, il est possible qu'elle n'ait pas envie de voir quelque chose auquel elle soit en train de penser. Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc ce sont des outils qui sont très parlants,
qui sont très utiles et ceux dont on vient de parler qui sont faciles à mettre en place. Il faut garder en tête quand même que voilà, l'être humain n'est pas une machine, encore une fois, et Et ça donne des qu'il pistes, peut y en avoir fait, ça donne de la curiosité, et après, rien n'est jamais 100% sûr, mais en tout cas, ça permet d'ouvrir un dialogue aussi, et de pouvoir... En fait, ce qui est marrant, c'est de voir que, comme un magicien, ça va être, tu vas regarder la précision du geste, est-ce que ça va être ça, ou est-ce que ça va être ça, va être différent, alors que pour nous, c'est quelqu'un qui se gratte, quoi, tu vois. Alors, ça va pas être sûr en termes d'interprétation. Oui, Encore une fois, on lit dans la tête de personne. oui. Donc oui, on va avoir un changement comportemental et on va avoir des horizons de sens quant au Mm. fait que ça peut être lié à pour telle ou telle raison, telle ou telle cause, etc. Et si on veut essayer de savoir, un peu comme dans Light to Me, il faut pouvoir poser des questions. Ouais. Par contre, ce qui me semble sûr, c'est qu'en effet, s'il y a ce grattage, s'il y a un changement comportemental, il y a quelque chose qui se passe. Mm. Encore une Ouais. fois, c'est pas forcément toujours lié à la situation, c'est surtout pas toujours négatif, ça peut être lié à autre chose. Ça peut, alors, dans le cadre des yeux, le fait qu'on n'ait pas envie de voir, supposons qu'on soit en extérieur, supposons que la personne soit très fatiguée, Oui. supposons qu'on soit en extérieur et que donc il y a du pollen ou une poussière qui arrive, ça va pas être, Oui, mais bien sûr ça qu'on veut peut pas dire que tu on sais peut pas aussi faire la différence entre ce geste qui va être automatique et ce geste qui va être incongruent, comme tu disais. Et après, le mot aussi que j'ai exactement, retenu qui était assez clé, c'était des horizons de sens, ou qui veulent bien dire ce que ça exactement, veut dire, quoi. C'est des possibilités. Il y a un exactement. monde où ça pourrait être ça, et il y a un autre monde où c'est pas ça du tout, quoi. Hier, on parlait du parallèle avec la médecine. Je suis pas médecin, mais de ce que j'en comprends, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le même état d'esprit, c'est-à-dire à moins d'être sur une maladie ou un diagnostic très facile à poser. Mais on parlait de série, si on fait une petite allusion à Dr House, histoire de rester sur le créneau des séries, j'ai l'impression que quand il s'agit de situations très complexes, bah en fait, on est un peu dans ces espèces d'horizons de sens. C'est-à-dire qu'on a un premier symptôme qui arrive, donc on réduit un certain nombre on resserre le diagnostic, on réduit un certain nombre de maladies, et puis en fait, il reste quand même un certain nombre, et puis au fur et à mesure, on ajuste parce qu'il y a d'autres symptômes qui arrivent, etc., jusqu'à trouver le bon diagnostic, la bonne maladie et sans que ce soit aussi compliqué en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, ça me semble être une image assez parlante. Moi, j'ai surtout beaucoup aimé Dr House, de la façon dont, dans sa communication verbale et non verbale, il casse toujours les patterns de tout ce que attendent les gens, et du coup crée des situations de communication où il est toujours dans le contrôle, en tout cas. Et c'est très intéressant. Exactement. Ouais. Et du coup, il y a une question que Ouais, je me c'est posais un sacré personnage. Une personnalité. une question que je me posais sur du coup la négociation, puisque c'est aussi une de tes expertises. Et je me disais, en Ouais. fait, les négociations, il y en a dans toute la vie, en tout cas dans nos échanges. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, peu Ouais. de typologies de négociations? Et du coup, toi, comme c'est ton métier, ça revient à dire, tiens, bah, c'est celle-là, et ça, c'est... Enfin, il y a plusieurs panels d'outils qui s'ouvrent derrière. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de négociation hier. Dans le cadre de nos interventions, alors il y a des négociations dans lesquelles on fait de l'analyse comportementale, de laquelle je fais de l'analyse comportementale, et à ce moment-là, donc il y a cette posture passive en observation, etc. Où du coup j'interviens assez peu, enfin, voilà, j'observe beaucoup, et parce que je me suis formé à la négociation de complexe et de crise avec une structure qui a été lancée à l'époque par un ancien négociateur du RAID. Et bien en effet, ça m'arrive d'être négociateur de manière proactive. C'est moi qui mène les négociations, c'est moi qui négocie donc, et en effet, c'est moi qui mets en place les différents outils que j'ai appris. J'ai complété ces outils avec d'autres formations par la suite, avec l'Institut NURA notamment, etc. Et en effet, déjà, ce que je constate, c'est que souvent les gens ont tendance à confondre vente et négociation. Et souvent, on parlait des micro-expressions de Paul Ekman un peu plus tôt. Lorsqu'on doit négocier pour soi-même, dans le cadre de l'entreprise, dans un cadre personnel, avec des enfants, etc., les émotions sont souvent très présentes. On peut difficilement faire autrement, et malheureusement, pour la négociation en tout cas, ces émotions, elles nous perturbent et elles nous rendent pas du tout empathiques, mais plutôt sympathiques ou antipathiques.
D'ailleurs, ça me semble important de bien comprendre la différence entre les trois. Et c'est plus facile, est-ce que c'est très facile, ça dépend des situations, mais c'est plus facile pour un négociateur qui a été mandaté, qui est quelqu'un d'externe à la structure, qui est quelqu'un de neutre, qui est quelqu'un avec des outils, justement de ne pas être en prise à ses émotions, d'être concret, d'être pratique et d'arriver à des objectifs plus facilement. Si je fais, notamment en utilisant des outils du coup, si je fais une petite parenthèse sur la notion d'empathie, sympathie et antipathie, il y a l'apathie également. C'est hyper important de comprendre, et là encore, je pense que les gens confondent un peu, c'était mon cas d'abord avant, sympathie et empathie. Quand on fait de la négociation, c'est très important d'avoir une posture empathique et non pas sympathique. Quand on est sympathique, alors c'est très bien, c'est une qualité qu'on peut recommander dans plein de situations, amicales, familiales, etc. Mais en tout cas, assez peu dans le cadre de la négociation. Dit-il en... Quand on est sympathique, ouais, quand on est sympathique, voilà, on va être en tête à tête avec son meilleur ami, sa meilleure amie ou n'importe quoi. Nous, on est dans un état d'esprit plutôt positif, et la personne et notre meilleure amie nous fait part du fait qu'elle vient de se faire larguer, qu'il vient de se faire larguer ou qu'il vient voilà, de quelque chose d'assez dur. Si on est sympathique, ça va vraiment nous toucher, on va essayer de vraiment comprendre et on va devenir nous-mêmes alors qu'on était dans un état d'esprit, un état émotionnel plutôt positif, plutôt autour de la joie, du bonheur, etc. Et bien, le fait de l'entendre, parce qu'on est sympathique, encore une fois, ça va nous bouleverser, on va être plutôt mal, on va être triste pour elle, on va être triste nous-mêmes, etc. Ça, c'est de la sympathie. L'empathie, c'est presque ça, sauf que on a envie de comprendre, on pose des questions, on s'intéresse, etc. On comprend la météo intérieure de l'interlocuteur avec lequel on est en train d'échanger, mais ça ne nous touche pas. On a ce recul nécessaire pour être dans l'écoute, pour être dans la compréhension, pour poser des questions encore une fois et essayer de comprendre au maximum. Mais par contre, si la personne pleure, s'il s'agit d'un sujet difficile, parfois ça peut être lié ou pas, bien on va ressortir de là dans l'état dans lequel on est entré. Et ça, alors on constate que ça peut être c'est pas toujours utilisable. Enfin, en tout cas, voilà, si on est dans une relation amicale avec son ou sa meilleure amie et qu'on fait preuve d'empathie et pas trop de sympathie, peut-être que la personne, si on ressort en joie alors qu'elle était triste, peut-être que la personne peut mal le prendre. Bref, Ouais. toujours est-il que dans le cadre de négociation, cette empathie est vraiment importante et il faut se conditionner. C'est un travail assez quotidien, mais il faut se conditionner à être empathique et pas sympathique. Et du coup, les tensions qu'il peut y avoir dans le cadre de négociation, alors après ça dépend des négociations, c'est pas toujours, heureusement, c'est pas toujours négatif, c'est pas toujours dur, mais les négociations qui peuvent avoir lieu dans le monde de l'entreprise et auxquelles parfois à faire, eh bien, les situations de tension qui peuvent être plutôt négatives, donc peuvent engendrer de la colère, des disputes, pourquoi pas des injures, et ben en fait, ça nous glisse dessus, ça me glisse dessus. Je me sens pas du tout concerné, je me sens pas touché personnellement, et ça c'est parce qu'on est en posture, je suis en posture empathique et pas sympathique. Ok, ok. Intéressant comme point de vue. Ouais, je connaissais pas trop non plus la différence du coup. Ouais, et alors, j'avais parlé d'antipathie et d'apathie. L'antipathie, c'est assez parlant. Un médecin qui vous annonce que vous avez un cancer, et puis lui, il a l'air complètement neutre, il s'en fiche, il vous dit ça entre deux patients en 30 secondes sans vous demander comment ça va, etc. Ça, c'est plutôt de l'antipathie. Après, il y a de l'apathie où on est complètement neutre. Bah, ça peut sembler assez proche de l'antipathie, mais voilà, on est un peu neutre, ça nous affecte pas, on cherche pas trop à savoir. Ça peut être assez proche de l'antipathie, mais enfin voilà, cas de situation possible. Ok, et du coup, la question donc aussi, c'était un peu de savoir, ouais, il y a plusieurs typologies de négociations. Ouais. Ça va de quoi à quoi? Ouais. Est-ce que ça se ressemble pas un petit peu et qu'il y a du coup les situations qui sont un petit peu tout le monde est différent et pourtant ça reste similaire en fonction des besoins des entreprises, quoi. Alors, oui, oui, dans les grandes lignes, les négociations et les outils qu'on va utiliser se ressemblent, enfin, sont tout le temps les mêmes et les négociations se ressemblent. Moi, je suis en train de négocier la vente d'une start-up. Il y a quelques temps, on était en train de négocier la vente des parts
d'un actionnaire d'une entreprise avec laquelle mon client ne s'entendait plus. Et voilà, la situation était très conflictuelle, tellement conflictuelle que lui avait essayé de négocier lui-même et il avait envie parce que c'était émotionnel, parce qu'il avait le sentiment que les autres actionnaires faisaient preuve de mauvaise foi. Il avait envie de tout envoyer balader. Donc en effet, dans ce genre de situations qui sont différentes, qui peuvent sembler un peu opposées, les outils utilisés, la posture est la même. Et si je pouvais donner 3 conseils aux auditeurs qui nous écoutent et qui ont besoin d'être, enfin voilà, qui ont des négociations en vue, il y a 3 étapes qui sont d'importance et presque de timing égal. Il y a 3 étapes qui font une négociation. Il y a la préparation. Ça peut sembler évident, mais souvent c'est quand même négligé. Et alors là encore, dans la négociation, il y a plein d'outils qu'on utilise pour se préparer au mieux, pour cadrer, mapper les différents protagonistes, etc. Donc la préparation, c'est à surtout pas négliger. La négociation en tant que telle, il est important et la préparation aide à ça, il est important d'avoir en tête que si on nous rajoute une information, si on nous demande quelque chose qu'on n'avait pas prévu ou auquel on n'est pas préparé, il faut avoir le courage, en tout cas au départ, ça peut ressembler à ça, de s'extraire de la table de négociation quelques temps, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines éventuellement en fonction de la négociation sur laquelle on travaille. S'extraire pour réfléchir, pour collecter, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on reprépare un peu et avant de revenir à la table de négociation. C'est pas parce qu'on est en train de négocier qu'on doit avoir réponse à tout, qu'on doit être en capacité de dire oui ou non à tout. Si on sait pas, on sait pas. On a le droit de prendre quelques minutes, encore une fois, ou quelques heures pour réfléchir et pour revenir. C'est tout à fait pertinent. Et parfois, quand on est dans le jus, on oublie un peu ça. Et la troisième phase, c'est la phase de débriefing, qui est ultra importante aussi, et qui doit être, encore une fois, les 3 phases doivent être à peu près de longueur égale. Vraiment, la préparation et le débriefing, c'est primordial. Le débriefing, ça se fait à chaud et à froid. À chaud et à froid, si possible avec quelqu'un, et si possible avec quelqu'un d'extérieur qui n'était pas forcément présent pour nous aider à avoir cette espèce d'objectivité, pour nous aider à avoir cette espèce de recul. Et dans le feedback, de la façon qu'on a de le faire en PNL, il y a le positif, bien sûr, une espèce de feedback un peu global. On rentre un peu dans le détail. Et il y a aussi des axes, en l'occurrence 2 ou 3, pas plus, d'amélioration, des choses à améliorer pour les prochaines fois. Et si on fait bien ce travail, ces axes d'amélioration et ces feedbacks peuvent servir la fois d'après pour la préparation. Et c'est aussi comme ça qu'on monte en compétence au fur et à mesure. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi de savoir bien ce qu'on veut demander, bien préparer sa négociation et Ça son fait intro, partie de la quoi. préparation, en effet. Ouais. Dans la préparation, il y a différents points à définir, euh, différents aspects, en l'occurrence négociables, non négociables, jamais négociables. Et en effet, tout ça fait partie de la préparation, tout ça se travaille. Et plus on fait ça, plus on a les idées claires, plus on a notre mémoire qui est disponible pendant la négociation pour traiter les informations, pour être efficace et pertinent, pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc en Ouais. effet, il y a différents scénarios à envisager, différents scénarios à avoir en tête et être en capacité de rebondir là-dessus. Alors, on peut se demander, je ne sais pas si c'était ta prochaine question, peut-être, peut-être pas, mais on peut se demander à quoi ça sert de faire appel à un négociateur. Parce qu'il y a, je fais de la médiation aussi, on fait de la médiation aussi. C'est vrai que les gens, globalement, ont tendance à se dire, mais c'est pas très grave, on va réussir à résoudre le problème par nous-mêmes. Là, je parle de la médiation, on va réussir à se parler, on va réussir à trouver des solutions. Probablement oui, et je le souhaite. Enfin, je souhaite aux gens qui sont dans ce genre de situation. Cela étant dit, les émotions peuvent être un peu vicieuses, pernicieuses, et peuvent nous laisser croire qu'on va y arriver. C'est un biais cognitif, et finalement, parce qu'on n'est pas des experts de la communication, parce qu'on n'est pas des experts de la médiation, parce qu'on n'est plus dans une écoute, parce qu'on est complètement biaisé, on n'est plus en capacité, enfin, on n'est plus neutre, on est trop investi. Et en fait, on n'écoute plus, et du coup, l'échange devient conflictuel, et la situation s'embourbe. Donc en fait, faire appel à un médiateur ou un négociateur, bon, sont des positions et donc des situations différentes. Le médiateur, il est là pour être neutre, il n'a pas de parti pris, etc. Alors que le négociateur est moins neutre, a un parti pris bien sûr, il doit arriver à des objectifs. Cela étant dit, c'est pas parce qu'il doit arriver à des objectifs et qu'il est négociateur qu'il est là pour tordre le bras, bien au contraire.
dans les différentes formations de négociation que j'ai faites, on nous apprend qu'il ne faut pas mentir. Et ça me semble assez pertinent. Et on nous apprend qu'en effet, si on tord le bras à quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai presque envie de prendre l'exemple des acheteurs dans les grandes surfaces ou dans les grandes distributions. Si mon père m'entendait, il ne serait pas content parce qu'il a bossé longtemps dans les grandes surfaces. Enfin bref, il trouverait ça un peu caricatural, mais c'est Ouais. vrai qu'il y a certaines centrales d'achat de certains grands groupes agroalimentaires qui ont la réputation de tordre le bras des fournisseurs. Bon bah, on tord le bras une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et il y a un moment où ça se retourne contre nous. Donc le but du négociateur, il est pas là pour écraser le ou les autres interlocuteurs, bien au contraire. Oui, il a des objectifs, mais ces objectifs, s'il braque les autres ou si les autres ne viennent pas suivre les objectifs ou sortent de la table des négociations, il n'y aura aucun accord qui sera trouvé. Donc sa mission aura échoué. Mm. Donc en fait, on fait appel au négociateur parce que justement, il a cette expérience, qu'il est externe, qu'il a une clairvoyance, qu'il a des outils qui permettent de manière bien plus efficace souvent que lorsqu'on le fait un peu à la one again. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce terme-là. Eh bien voilà, on est moins efficace, ça va moins vite et puis ça peut devenir un peu conflictuel. Ouais, en fait, je vois deux choses vraiment très distinctes là auxquelles j'ai pensé. C'est le fait que, bon, du coup, tu dis, pour simplifier, quand il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'émotions, du coup, on n'arrive pas à prendre de décision. Et du coup, on a besoin de quelqu'un en externe, quoi. Et après, le deuxième truc, c'est en fait, analyse comportementale, c'est un peu un style de vie dans le sens où c'est des outils qui sont invisibles. En fait, tu vois, c'est dur à mettre le doigt dessus, effectivement. C'est pour ça que j'essaye ouais, de te poser toutes ces questions. Et donc, Ouais. ouais, en fait, je vois que, comme ce que tu disais, tu vois, c'est négociable, non négociable. Enfin voilà, vous, en fait, je comprends que dans chaque expertise, en fait, on arrive à plus simplifier les choses assez vite, avoir moins d'émotions et donc du coup pouvoir aider à cette prise de décision, négociation, médiation. C'est Euh, euh, sur la négociation, si je prends des exemples assez basiques, assez parlants, une baguette de pain, on peut très bien la faire soi-même. Pourquoi est-ce qu'on va chez le boulanger? Parce qu'il y a plus d'expérience, parce que c'est plus rapide, parce qu'on ne prend pas forcément le temps de le faire. La négociation, c'est un peu pareil. Oui, les gens peuvent négocier eux-mêmes. Oui, techniquement, ils peuvent être en capacité de se dire, de se conditionner pour prendre le recul nécessaire, pour se préparer, etc. Mm. Cela étant dit, est-ce que la négociation, ça coûte de l'argent? Oui. Est-ce que c'est plus efficace? Souvent, oui. Est-ce qu'il y a des outils qui, si on n'est pas formé, permettent d'être plus pertinents, plus objectifs, etc. Oui. Enfin, oui, on peut le faire soi-même. Et oui, jusqu'alors, il y a beaucoup de le métier de négociateur, quand même, il est très parlant. J'ai l'impression, assez assimilé aux forces spéciales, aux prises d'otages, etc. Et de moins en moins, et pas forcément beaucoup dans le monde de l'entreprise. Alors, un négociateur, ça parle à tout le monde, mais souvent, ce sont des gens qui sont en interne et qui, du coup, ne sont pas forcément objectifs non plus. Et puis, n'ont pas forcément non plus les outils, même s'il y a des très bons négociateurs, bien sûr, ne sont pas forcément formés à ça. Donc, en fait, oui, on peut négocier soi-même. Oui, on peut rédiger un pacte d'actionnaire soi-même. Dans le cadre d'un mariage, on n'est pas obligé de faire un pacte de mariage, etc. Enfin, tout est possible. Après, est-ce que ça coûte de l'argent? Oui. Est-ce que ça permet d'être plus rapide, plus efficace, de s'assurer, de se baquer, entre guillemets, et de ouais, d'avoir s'assurer pensé à tout. Ouais, voilà, Exactement. Pour ce ouais, qui est de tout à l'analyse fait. comportementale, ouais. Pour ce qui est de l'analyse comportementale, on me demande assez souvent, mais alors, le fait que tu sois capable de voir énormément de choses, enfin, que ce soit congruent ou pas dans les échanges, enfin, lorsque tu discutes avec des gens, est-ce que dans tes relations familiales, dans ta relation amoureuse, avec tes amis, etc., est-ce qu'il n'y a pas un côté intrusif? Est-ce que c'est pas fatigant? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Oui, il y a une déformation professionnelle qui est à mon avis, tout le temps un peu présente. Enfin, on parle plus de moi que de toi, Alzi, mais je pense que quand on est magicien, quand on fait de la communication, etc., je pense que on a toujours un peu ce regard quand on regarde des spectacles d'autres magiciens, quand on regarde
communication d'une entreprise, etc. Je pense qu'on a toujours ce regard un peu critique. Critique, pour moi, c'est positif. Toujours ce regard neutre, je dirais, enfin en tout cas avec un avis, quoi. Mm. Et donc moi, oui, il y a des choses que je vois, il y a des choses que j'ai une déformation professionnelle qui fait que même si j'observe pas, je vais avoir des ballons qui passent dont on a parlé hier. Et cela étant dit, le niveau de concentration dont j'ai besoin dans le cadre de mes missions d'entreprise, avec des grands groupes, avec des startups, avec des PME, etc., il n'est pas du tout le même que celui que j'ai quand je suis en train de boire une bière avec un ami, quand je suis en train de dîner en famille ou quand Bien je sûr. suis chez moi en couple. Ouais, Ouais. bien sûr. Ok, bah ouais, super intéressant. D'ailleurs, tu parlais de ça, les gens qui te posent souvent des questions. À ton avis, c'est quoi un Ouais. peu les idées reçues ou les trucs que tu entends souvent qui sont un peu. Alors, les idées reçues sur l'analyse comportementale, ils sont assez liés à ceux de la psychologie. Enfin, j'ai une espèce de groupe, alors, bon, avec des psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes avec lesquels, parce que encore une fois, j'en parlais encore aujourd'hui, ce sont des disciplines qui me passionnent, le comportement humain, ça m'intéresse, etc. Enfin, et donc, du coup, j'échange énormément avec d'autres professionnels du comportement humain au sens large. Et Mhm. quand j'échange avec eux, souvent, le retour que j'ai, c'est ah, mais alors, quand on dit qu'on est psychologue, psychiatre, etc., il y a globalement deux grosses façons de réagir. C'est les gens te racontent leur vie et ont envie que tu leur fasses une thérapie ou que, enfin voilà, ils ont besoin de parler. Et oui, il y a l'extrême inverse, des gens qui ont l'impression que tu lis en eux comme dans un livre ouvert et qui du coup se ferment comme des huîtres, et etc., etc. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Les gens, enfin, ouais, globalement, c'est à peu près la même façon de faire. Et surtout, les gens te disent ah, mais alors, tiens, ok, t'as fait ça. Tiens, bah là, ça fait une demi-heure qu'on discute, ou 10 minutes, ou une heure, peu importe. Qu'est-ce que tu sais de moi? Qu'est-ce que tu vois de moi? Qu'est-ce que tu aurais à me conseiller, etc. En fait, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, voilà, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Et sur la négociation, je crois pas qu'il y ait vraiment trop de préjugés. Enfin, j'ai pas l'impression d'entendre de préjugés. Sur la médiation, peut-être un peu plus. Sur la médiation, les gens voient un peu ça comme c'est inutile, ça coûte cher, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais on peut se débrouiller tout seul, il n'y a pas besoin de faire. Enfin, d'abord, on va pas parler de nos problèmes à quelqu'un Donc, d'externe, on est alors d'accord que tout ce qu'il qui est y a une confidentialité. médiation, c'est tout ce qui devrait passer par le juridique et on veut essayer de pas aller jusque-là, quoi. Alors, ouais, alors, oui, alors, souvent, c'est en effet l'étape c'est un peu l'étape d'avant le procès, c'est l'étape un peu avant, pardon, les tribunaux, etc. D'ailleurs, à mon avis, ça c'est un problème. Si je peux donner un conseil à nos auditeurs qui vivraient des situations malheureusement un peu trop conflictuelles, perso, pro, etc., je pense qu'il ne faut pas attendre que la Ouais, problématique ou que la relation soit vraiment trop envenimée pour agir. Je pense que dès que ça se complexifie un peu, alors où est le un peu, etc., c'est dur à dire, mais ouais. je pense que dès que ça se complexifie un peu, plus vite on fait appel à un externe, un médiateur, un négociateur, et plus vite, et moins il aura de travail, plus vite la situation redeviendra normale, entre guillemets, optimum et équilibrée, Mm. et mieux ce sera. C'est un peu comme, là encore, si je devais faire une comparaison avec le monde médical, bon, bah, quand on a une infection, quand on a une plaie qui commence à s'infecter, plus vite on agit, moins on a besoin de prendre d'antibiotiques, même si c'est pas automatique, moins ça fait mal, plus vite c'est guéri, plus vite aussi, plus vite c'est ça, plus on attend. Peut-être que ça finira par se guérir, peut-être. Peut-être que ça finira en septicémie, donc une maladie du sang qui peut conduire à la mort ou à l'amputation, etc. Donc, Ouais, c'est je pense l'enchaînement que peut-être d'une petite coupure à la base et puis qui s'est enchaîné parce qu'on ouais, n'a pas agi dessus, quoi, ouais, ouais. clairement. Et je rebondis par rapport à ce qu'on disait hier quant au biais cognitif. C'est peut-être quand on se dit, prenons un exemple d'une situation qui devient conflictuelle en entreprise, dans une boîte, voilà, des actionnaires ou même des collaborateurs, peu importe, ça devient conflictuel. Là, c'est peut-être au moment où on se dit, mais non, c'est pas si grave, ou mais non, ça va se passer, ou mais non, je vais y arriver, je vais gérer Ouais. ça tout seul.
C'est peut-être à ce moment-là qu'on se biaise le plus, Ouais. et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut faire intervenir quelqu'un. Ouais. Ouais, marrant. C'est juste, il y a En un fait, pour répondre doute, à ta du question, coup, aller trouver le regard externe qui sait définir directement ce que c'est et quels sont les objectifs de chacun. exactement. Donc en fait, pour revenir à ta question, oui, à l'heure actuelle, les médiateurs sont assez souvent sollicités avant d'aller aux tribunaux, quels qu'ils soient. C'est bien, c'est pas bien, à mon avis, c'est pas bien. Enfin, plus c'est fait en amont, vous l'avez compris, mieux c'est, je pense. Cela étant dit, parfois, et c'est aussi là que la proximité avec la négociation est proche, c'est que parfois, les négociateurs sont là pour emmener. Bon, là, on est dans des situations complexes, et parfois, il est nécessaire de faire appel à un négociateur pour convaincre les différentes parties de venir à la table de la médiation, justement. D'accord. Tu vois, parfois, Ouais, ouais, ouais. tu vois, parfois le négociateur arrive pour dire, dans une situation complexe avec plusieurs parties, là où certaines parties veulent pas entendre de la médiation, veulent absolument aller aux tribunaux, etc., veulent pas perdre de temps, enfin bon, peu importe, bah, le médiateur est là, et l'objectif du médiateur, c'est justement de rallier tout le monde à la table de la médiation, Ouais, les et qu'ensuite la négociateurs, médiation ouais, commence. ouais. Ouais, ouais, carrément. Ouais, intéressant. Ouais. Bah, surtout quand il y a beaucoup Ouais. d'enjeux, il y a besoin de ce genre de. Mais Ok. même s'il n'y a pas besoin de beaucoup d'enjeux, en fait, euh, enfin, négociation, médiation, en absolu, ça peut valoir un peu de sous, quelques milliers d'euros. Cela étant dit, l'idée c'est de s'adapter aussi aux problématiques, de s'adapter aussi aux enjeux, de s'adapter aussi aux entreprises. Et encore une fois, oui, en valeur absolue, à un instant T, ça vaut de l'argent, ça vaut ce que ça vaut. Cela étant dit, il faut voir ça comme un soulagement mental, un soulagement psychologique, une action sur le long terme, une certaine forme d'investissement peut-être. Et Ouais, ouais, surtout, bah oui, oui, tout à fait. Non, bien sûr. Bah, oui, oui, clairement. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. et puis les Et médiateurs, les négociateurs, oui, vas-y, ouais, vas-y, fini. non mais pardon, les médiateurs, les négociateurs, j'ai le sentiment, sans pouvoir me baser sur aucune étude, enfin en tout cas c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois et c'est la façon que j'ai de le faire, sont des gens souvent passionnés et du coup, bien sûr que tout travail mérite salaire, mais ce sont des gens qui face à une problématique, parfois enfin voilà, sont en capacité de s'adapter sur pas mal de plans, Ouais, parce que tes outils y sont compris pour invisibles, pratiquement. c'est un peu ce que je disais, et que c'est difficile de voir que tu as développé toutes ces soft skills qui te permettent d'avoir cette écoute active, de savoir cette analyse sur de la médiation. Et Oh, du coup, tu nous en parlais quand même un petit peu tout à l'heure sur les trucs pratiques, c'est-à-dire pour des startups, pour des dirigeants, pour des entreprises. Donc c'est plus facile de alors citer. c'est invi- c'est invisible, et puis c'est peut-être pas très parlant quand on en parle comme ça, en effet. Cela étant dit, ça reste très concret. Dans le cadre de l'analyse comportementale, pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec un prospect qui j'espère, parce que c'est une boîte avec des valeurs, etc., qui me plaît bien, j'espère finira par devenir partenaire, un client. On s'est basé sur une vidéo disponible sur Internet de l'interlocuteur avec lequel j'ai échangé. J'ai fait une analyse non exhaustive d'un certain nombre de points un peu marquants corporellement, avec le timing, avec ce qui était dit et avec l'horizon de temps, ce que je proposais. Et on en a parlé. Donc comme ça rend la chose complètement concrète. Je lui dis, Hmm. tiens, à tel moment, vous avez dit ceci, corporellement il se passe cela, je mets pause sur la vidéo, donc la personne voit, et je propose un horizon de temps, ce qu'elle valide ou pas, et puis l'idée c'est de faire ça en bienveillance, et puis je suis pas là pour collecter de l'information, donc si elle veut pas Ouais, en ouais, parler, la personne fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème, mais du coup ça rend la chose complètement concrète. Et dans le cadre de la négociation, c'est un peu pareil. Les outils qu'on met en place lorsqu'on commence à négocier avec un client, eh ben, ils sont visibles. Enfin, les différents tableaux, les différents process, les différents machins, tout ça, c'est purement visible, c'est purement factuel. Et puis, enfin voilà. Et puis un autre truc pour faire la Donc ça peut transition paraître. Ouais. géniale, c'est que demain tu fais aussi une émission sur le poker du coup. Donc très concret là aussi, la communication non Exactement. verbale. Exactement. En fait, ouais, dans mes activités, mais qui sont plus perso, j'aime bien faire de l'accompagnement du type coaching. Alors, je suis pas coach, donc il s'agit pas de coaching, mais c'est probablement plus parlant qu'accompagnement en soi. J'aime bien faire de l'accompagnement du type enfin, ce qu'on appelle de la thérapie brève, donc pour des problématiques, des problématiques pas très complexes, enfin, en tout cas pas très profondes.
C'est là, d'ailleurs, c'est souvent là que sont les différences entre psychologue, psychiatre, psychanalyste, etc. C'est un peu le degré de la maladie ou de la problématique du client ou du patient. Moi, ça reste des problématiques un peu de surface, de confiance en soi, de petites phobies, d'entretien préparé, de gestion du stress, enfin, voilà, ou même de thérapie quand tu as des éléments de vie un peu vécus comme étant un peu compliqués. Pourquoi je te parle de ça? Parce que, zut, j'ai oublié, j'ai perdu le fil. Ouais, non, on parlait de quoi déjà? Très bonne question. Nous avons Pourquoi je suis perdu parti le là-dedans? fil. Non, qu'est-ce que je te disais? Ouais, très bonne. Tu m'as stock, il m'a perdu en fait, hein. Ça, hein. Je Attends, qu'est-ce que te. tu... Pourquoi on parlait de ça? Ah là là, mince, Ah, non, j'ai vraiment. perdu. Bah alors là, c'était là. En plus, mais oui, c'était la question poker pour la communication non verbale. Ah oui, bah, voilà. Mais oui, Voilà, et donc du coup, enfin. ouais, voilà, mais voilà, heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Et donc du coup, en effet, dans ce genre d'accompagnement, j'ai travaillé avec pas mal de clients. Et alors, il n'y a pas de lien particulier, mais en effet, ça m'est arrivé de faire de l'accompagnement de joueurs de poker sur de la préparation, du conditionnement positif, etc., pour des tournois et tout, et notamment de la formation à la détection rapide d'outils et d'items non verbaux qui peuvent être pertinents dans le cadre Ils appellent dans ça le les cadre de tails. tournois de poker. Les Tails, exactement. Et donc, du coup, bah, on a travaillé ensemble, en l'occurrence avec 2-3 joueurs de poker, sur ces fameux Tails. Et puis, en effet, ça s'est plutôt bien passé. Il se trouve que quand on a commencé à travailler avec l'un d'entre eux, qui est un joueur de poker plutôt assez connu, et bien en fait, on a analysé une vidéo, mais moi, d'un joueur de poker que je connaissais pas du tout, qui se trouve être l'un des meilleurs joueurs mondiaux, une des mains finales d'un des tournois, enfin d'un des meilleurs tournois, et où j'ai vu, sur la base de l'analyse comportementale de la synergologie, qu'il était en train de bluffer. Euh, et en fait, j'ai un collègue synergologue qui est joueur de poker professionnel aussi, et qui, pareil, a gagné pas mal d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros, grâce à un coup de synergologie, c'est-à-dire que c'est grâce à ses Ouais, connaissances qu'il a vu que... ces outils Donc en invisibles fait, qui vont lui permettre de mieux analyser une situation que nous, on n'analyse pas de la même façon puisque on n'a pas appris à le voir. C'est un peu pour ça qu'on en parle, c'est parce que moi je pense que ces outils pourraient être appris à l'école, non? Enfin, est-ce que tu penses qu'ils peuvent être ouverts à tous? alors, pour finir sur le poker, donc en effet, demain soir, je crois que c'est 18h15 sur, je sais plus trop quelle chaîne de radio. À la limite, je partagerai Bah, ça, je enfin, je repartagerai repartagerai ça ça sur, aussi, sur ouais, LinkedIn, pour ou je te. t'enverrai le lien si tu veux, mais en effet. Bien sûr, ouais. Ouais. Donc demain, je passe à la radio pour parler de poker. Je fais un petit lien avec notre intervention d'hier, où on expliquait pourquoi ça marchait. Parce qu'en fait, même quand on fait Poker Face, il y a des signaux. Mais en fait, c'est pas possible de faire ça. Enfin, je pense que c'est pas possible de faire 100% Poker Face. Même quand on pense le faire, il y a toujours des. Alors, c'est plus facile sur des vidéos qu'on peut regarder, re-regarder, etc. C'est parfois moins facile en live, surtout quand il y a la pression et tout. Mais en fait, il y a toujours des choses à voir dès lors que la pression cognitive est là. Donc là, je pense avoir fini sur le poker. Est-ce que ça devrait être enseigné à l'école, etc. Alors, la communication en soi, oui. La communication non verbale et le fait que ça existe, oui. La synergologie, la PNL, etc. Je sais pas. Je sais pas parce que est-ce que les étudiants collégiens, lycéens, voire même plus jeunes, sont en capacité de comprendre, d'analyser et de voir? Je sais Oui. pas à quel âge ça Est-ce devrait que être enseigné, mais est-ce que les profs devraient pas être formés à ce genre de soft skills et de. Tu vois? c'est une bonne question, parce que tu vois, c'est une bonne question parce que en fait, globalement, quand on est en interaction avec quelqu'un, il pourrait y avoir du coup trois choses à avoir en tête. Mhm. L'écoute qui est active, le fait de parler et le fait d'observer. Et faire ces trois choses-là bien en même temps, pas possible. Ouais, c'est pas Donc en possible. fait, tu vois, un prof qui est en train de débiter son cours, ou plutôt avec passion. D'ailleurs, une petite parenthèse, pensée pour les professeurs Big up pour les à profs. l'heure actuelle. Ouais, enfin bon. Ouais,
Là, je y reviens. Oui, donc les professeurs qui souvent sont des gens passionnés, qui ont un métier pas toujours facile, etc. Et qui du coup partagent avec passion leur contenu et leur cours avec leurs élèves. Bah déjà, ils sont passionnés, ils sont pas du tout très peu concentrés sur le reste parce qu'ils sont vraiment pleinement dans ce qu'ils sont en train de faire. Et quand un élève leur pose une question, ils sont dans une écoute qui est la plus active possible. Donc leur donner des clés d'analyse comportementale, synergologie, etc., ils perdraient soit en capacité de passion dans leur cours, de transmission, soit en capacité d'écoute active. Donc, je sais pas. Après, je pense qu'au fur et à Est-ce que mesure de c'est. l'expérience et des années, ils acquièrent aussi cette lecture de l'âge auquel ils enseignent, Ouais, et bien sûr, ça en fait partie. Donc, ce serait rajouter tu vois, ce sera rajouter une corde à leur arc, et voilà. Mais effectivement, en fait, je me dis, est-ce qu'on nous a mal appris et, à voir, à regarder, ou est-ce que c'est aussi assez récent comme outil, ouais. et donc, Ah, bon. tu vois, c'est récent, c'est-à-dire que ça a quand même plusieurs dizaines d'années quand même. Alors, c'est à la fois très récent et pas du tout, mais Ouais. pour revenir sur les profs, j'ai le plaisir avec Frédéric Lenoir, le philosophe français qui écrit pas mal d'ouvrages et qui, via son association SEV, SEV, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Je, je recommande à nos auditeurs éventuellement d'aller voir et pourquoi pas de soutenir cette association qui a pour but justement d'enseigner la philosophie le plus tôt possible dans les classes. Et ça, je pense que c'est pertinent, peut-être plus pertinent. Alors, je peux donner l'impression de me tirer une balle dans le pied, peut-être plus pertinent que l'analyse comportementale, parce que je pense que la philosophie peut aider à avoir des vrais outils pour penser par soi-même, pour développer son esprit critique, pour tout un tas de choses. Et ça, je pense que plus tôt on l'acquiert, surtout dans le monde dans lequel on vit, de fake news, de tout un tas de choix, de possibilités qui sont incommensurables et tout, plus tôt on acquiert cet esprit critique, cette capacité à essayer de penser le plus possible par soi-même, et mieux c'est. L'agence des négociateurs avec laquelle je me suis formé avait une partie, une fondation qui elle aussi aide à dispenser des cours de négociation pour les enfants. Alors peut-être pas dans les petites classes, mais au collège, lycée. Je trouve ça peut-être un peu moins utile que la philosophie, quoique très utile et quoique plus utile que l'analyse comportementale. Parce qu'en effet, on négocie tous les jours et que plus on sait négocier, plus on est pertinent et plus vite ça va. Et je pense que même dans ce que je viens de dire, je pense qu'il y a aussi plein de degrés de voir, et que c'est plein Mhm. d'apprentissage. Je me souviens quand j'étais en Australie, j'étais avec un vétérinaire, et on était sur la route et il spottait tous les Ouais. animaux que je pouvais pas voir parce que j'étais pas habitué. Et du coup, ça m'a appris à développer un petit peu ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a plein de façons de voir les choses. Puis en plus, j'en parlais aussi avec un autre, c'est que moi, comme j'ai des lunettes, le fait, ça influence beaucoup sur ma vie. C'est-à-dire quand je les ai pas et que je reconnais pas les gens, bah, je vais pas aller les voir parce que je suis pas sûr que c'est eux, du coup. Donc, effectivement, le degré de Ouais. développer ses yeux et ses sens, bah, il y a plein moyens de le faire. Tu vois, on a tendance à dire que on croit que ce qu'on voit. Pour faire un lien avec hier, moi je pense que souvent on voit que ce qu'on croit plutôt. Et le biais de confirmation est là pour nous le rappeler. Oui, nos yeux euh, voient une infinité, des millions de couleurs, enfin pas de couleurs en soi, mais d'un collecte, au sens de manière générale, collecte des millions d'informations dans nos vies de tous les jours à chaque instant. Mais notre cerveau fait un énorme tri. Mais il a pas le Et choix, notre hein, il peut pas cerveau, tout. parce que ouais, il n'y a pas le choix s'il veut pas être surmené, et puis en plus on peut pas faire autrement. Ouais. En effet, parce on vient d'acheter une voiture de telle marque, hybride ou de seconde main, ou parce qu'on a ceci, parce qu'on a cela, parce on va voir un spectacle de tel humoriste, etc. Bah, on va l'avoir en esprit, et dès qu'on va voir la même marque, dès qu'on va voir une affiche, dès qu'on va voir ceci, cela, notre cerveau va penser que c'est une information intéressante, et du coup il va nous montrer ce qu'on veut voir finalement. Écoute, c'est assez cool Donc en parce que fait, ça me oui, donne un oui, peu le mot de la fin, dans le sens où
j'ai l'impression que être magicien de sa communication, un des premiers pas dans l'émission et avec ce qu'on dit, c'est se rendre compte qu'on est faillible, se rendre compte qu'on a besoin d'autres gens aussi pour avoir ce regard extérieur. Et voilà, de gens comme toi qui ont été formés à voir ce que certaines personnes savent pas regarder. Et après, moi, j'ai un regard différent par la magie, comme tu disais. Et on a tous voilà, entraîné notre regard différemment. Et je pense que même quelqu'un qui est diamantaire, ou enfin, tu sais, quelqu'un qui travaille dans les diamants, qui se plonge dans son microscope ou quoi, a un autre degré de vision et de concept. Mais effectivement, en tout cas, c'était bien cool de t'avoir. Toi, qui c'est tes clients principaux? On va se quitter là-dessus. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que des gens peuvent t'aider qui sont tes interlocuteurs en général? Et bah c'est gentil. Alors déjà merci pour ton invitation. C'était deux super moments. Pour revenir rapidement sur ce que tu dis, oui on est faillible, mais tant mieux. Et en effet, quand on veut acheter du pain, en règle générale, on va chez le boulanger. Quand on veut se divertir, c'est possible d'aller voir un magicien. Quand on veut avoir des objectifs, éviter les conflits, on peut aller voir un médiateur, un négociateur. Du coup, je fais le lien avec ta question. Moi, j'aime bien travailler avec des gens qui ont une certaine éthique, qui ont des valeurs, qui sont plutôt pour qui l'humain est important, qui ont des problématiques de prise de décision soit courte, soit avec beaucoup d'enjeux financiers. L'enjeu financier est à mettre en perspective avec l'entreprise. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on peut me recommander ou qu'est-ce qu'on peut m'apporter? C'est une bonne question. Je sais, enfin voilà, moi Bah écoute, je on va travaille regarder avec des grands groupes, avec concrètement des ce que startups, ça avec donne des du coup PME. l'analyse du poker, Ouais, comment tu regardes ces vidéos, parce que là du coup c'est vraiment pratique. On ouais. va voir un petit peu peut-être comment ça se passe ou quoi. En tout cas, voilà, je partagerai ce lien-là. Et Mhm. puis du coup, vous pouvez retrouver Très bien. Louis Augustin sur Et puis on LinkedIn s'était dit aussi. tous les deux. Ouais. Oui. Exactement, avec plaisir. Et puis, si vous avez envie de tester un peu sur une de sur une de vos interventions, une analyse comportementale, vous voulez qu'on en discute parce que vous avez une prise de décision, une négociation, une médiation, c'est avec grand plaisir. On s'était dit tous les deux aussi voilà, dans le cadre de recrutement, dans le cadre de CV, etc., Ouais, ça il y avait peut être peut-être des intéressant points s'il qu'on y a des pouvait, gens qui des regardent conseils et qu'on pouvait qui donner. ont Ouais. envie de s'entraîner pour un entretien, qui ont envie de nous envoyer une vidéo, du coup, pour analyser avec Louis Augustin. On se disait qu'on pourrait se donner une date, si on en a quelques-unes, un jeudi soir vers 20h, et pouvoir mettre tout ça à plat et d'en discuter, bien sûr, voilà, dans le but de s'améliorer dans la bienveillance et donner un feedback, un regard extérieur avec voilà, nos différentes spécialités, avec mon œil de magicien, avec ton œil de magicien et d'analyse comportementale aussi. Et puis, ouais, avec plaisir. On en parlera. Je vais faire un petit post du coup sur LinkedIn. Et puis, effectivement, je proposerai. Ça peut être une très Ouais. bonne idée. Et puis, j'aimerais bien te voir, du coup, décrypter une vidéo, que tu nous expliques, pause, qu'est-ce que tu mets. Donc, si Mhm. même toi, tu en as trouvé une bonne et que tu veux revenir un jeudi, enfin voilà, on en reparle en tout cas, mais avec plaisir. Et comme Ouais. ça permettra aux gens de voir ce que ça donne. Alors, peut-être que ce qui serait intéressant, alors avec plaisir pour challenger, enfin voilà, pour apporter un regard analyse comportementale sur une vidéo. Cela étant dit, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est que un auditeur qui serait prêt à partager, encore une fois, l'idée c'est que ce soit bienveillante, de manière bienveillante et de manière confidentielle. Mais si un auditeur se dit, tiens, moi j'ai fait telle prestation, ou j'ai telle vidéo de moi, de tel discours, ou j'ai tel ceci, cela, et qui serait prêt à ce qu'on en discute ensemble, comme ça, on pourrait avoir les retours. Tu vois, faire une vidéo qui est disponible sur Internet du président ou n'importe qui, vous allez être obligé de me croire sur parole. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, je vous dirai quelque chose, il n'y aura personne pour me challenger. Moi, je trouve Alors que que tu là, en as peut-être bien que si parlé, c'est quelqu'un. des horizons de sens aussi, donc c'est une Ouais, interprétation. Tu disais ouais, que chacun a aussi ses manières d'analyser, hein, et que tout le monde n'est ouais, pas sensible ouais, à la même chose, donc effectivement, ouais, ça se comprend. c'est exact. Ok, chouette. Ouais, donc du coup, à trouver En le tout cas, format, mais merci. ouais, hein, Ouais, avec plaisir. ouais, top. Plaisir partagé.
Et merci pour ces moments. Bah Et ouais, avec, merci je suis beaucoup disponible avec pour, plaisir pour tout ça. Et puis ouais, sur du coup, LinkedIn, sur le c'est site internet. demain à 18h pour le poker.